Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous cacherai pas qu'au fur et à mesure des présentations et du nombre de citations de la Suisse, je me demandais si j'avais encore quelque chose de spécial à apporter cet après-midi. J'espère pouvoir le faire au travers d'une présentation en 4 points. J'aimerais brièvement, en introduction, rappeler le contexte général du système éducatif suisse pour pouvoir, dans un deuxième temps, revenir sur quelques traits caractéristiques de ce système de formation professionnelle qui est souvent mis en évidence comme un modèle, même s'il est parfois aussi critiqué. Je pense à une revue qui vient de paraître et à laquelle je ferai allusion encore en conclusion. Dans un troisième temps, j'aimerais cibler mon intervention sur l'implication des partenaires de l'économie, le rôle des milieux économiques, des organisations du monde du travail, pour, en conclusion, essayer de tirer quelques éléments, quelques pistes en termes d'intérêt et d'enjeux pour les milieux économiques dans la perspective de la mise en place d'un système dual. Alors, en introduction, quelques données. La Suisse peut être un pays paradoxal, petit pays, 8,38 millions d'habitants, près de 95% des jeunes qui obtiennent un titre du degré secondaire 2, au terme d'une formation de 2 à 4 ans, que ce soit une formation dans des écoles d'enseignement général ou de formation professionnelle, mais 2 tiers des jeunes qui optent pour une formation professionnelle initiale. Pays peut-être de paradoxe si l'on songe qu'on arrive quand même à placer un certain nombre de hautes écoles assez bien dans les rankings internationaux. Si je pense notamment à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui est en numéro 20 dans le classement ARWIEU, c'est assez impressionnant d'avoir une sorte de décalage entre 2 tiers de la population qui choisit la voie de la formation professionnelle et en même temps d'avoir des hautes écoles performantes. Les chiffres sont là. Ces 2 tiers de jeunes qui sortent du degré secondaire 2, vous avez la partie on va dire que c'est turquoise, je ne sais pas comment ça apparaît à l'écran. C'est des gens qui obtiennent un titre de la formation professionnelle initiale et en vert plus clair, la formation générale. Donc c'est finalement un pourcentage nettement plus faible. Et au total, on arrive environ, en 2012, à 95% de jeunes qui arrivent à décrocher un titre du secondaire 2. En chiffres, c'est clair que la Suisse, c'est 14 fois moins que la France, donc les chiffres ne sont peut-être pas très impressionnants, mais ça représente plus de 60 000 personnes qui obtiennent un certificat fédéral de capacité. Et sur ces plus de 60 000 personnes, vous voyez que 14 177 obtiennent un certificat fédéral de maturité professionnelle, c'est-à-dire poursuivent avec un complément de formation générale qui leur donne accès à l'enseignement supérieur. Pour clore cette partie introductive, j'aimerais rappeler que lorsque l'on parle du système suisse de formation professionnelle, il y a en fait 2 pans. Il y a un pan au niveau secondaire 2 et il y a ce que l'on appelle la formation professionnelle supérieure au niveau tertiaire, tertiaire non académique ou non haute école. Je vais centrer mon intervention sur le système ou le dispositif au niveau du secondaire 2. La Suisse considère que la formation professionnelle est un élément extrêmement important et on le voit dès les bases légales les plus élevées. J'ai pris volontairement un extrait de la Constitution fédérale à l'article 61A qui porte sur l'espace suisse de formation. Et vous voyez à l'alinéa 3 un élément extrêmement fort, et là c'est un choix de société, si je fais allusion à la conférence de ce matin, que de vouloir accorder à la formation professionnelle ou aux voies de formation professionnelle une reconnaissance sociale équivalente à celle de la formation générale. Donc là, il y a un choix politique, un choix de société au départ qui est déterminant pour le fonctionnement du système. Pour le reste, il est vrai que le système, tel que présenté dans la brochure que vous avez reçue, est un système fortement décentralisé puisque l'instruction publique, l'école obligatoire, est de la compétence ou du ressort des cantons. Pour la formation professionnelle, en fait, c'est le seul pan pratiquement du système suisse d'éducation et de formation qui dépend fortement de la Confédération. C'est la Confédération qui légifère sur la formation professionnelle. Cet élément est lui aussi inscrit dans la Constitution fédérale, avec
Tout de suite après, un élément fondamental, c'est l'encouragement de la diversité et de la perméabilité de l'offre dans ce domaine. Ce qui m'amène à dire, avant d'aller plus loin, que lorsqu'on parle d'un système suisse de formation professionnelle, il ne faudrait pas le réduire systématiquement à la seule alternance en mode dual entreprise-école. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, on le verra tout à l'heure. Les bases légales posent comme principe non seulement que la formation professionnelle doit faire l'objet d'une reconnaissance équivalente aux voies de formation générale, mais pose également comme principe un partenariat entre trois acteurs majeurs du système. D'une part, la Confédération, qui légifère au plus haut niveau, d'autre part, les cantons, niveau politique inférieur, et en troisième lieu, les organisations du monde du travail, qui regroupent donc les partenaires sociaux, les associations professionnelles, les autres organisations compétentes ou prestataires de la formation professionnelle. Ça veut dire que dès le départ, les milieux économiques, à travers les organisations du monde du travail, sont un partenaire à part entière du dispositif de formation professionnelle. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre ou espérer atteindre les buts qui sont fixés dans la loi sur la formation professionnelle, qui a été renouvelée en 2002, et qui pose comme objectif pour la formation professionnelle d'intégrer les jeunes dans la société, en particulier dans le monde du travail, mais de viser non seulement l'intégration, mais effectivement aussi la durabilité ainsi qu'une flexibilité professionnelle. Donc durer dans le métier, mais également pouvoir opter pour des réorientations, faire de nouveaux choix de carrière. Et ceci dans une perspective de développement de la société, mais également, c'est la lettre B, dans un esprit qui serve la compétitivité des entreprises. Donc là aussi, dans une base légale au plus haut niveau de la Confédération, les milieux du travail sont présents, ne sont pas oubliés, ils sont effectivement l'un des éléments clés du dispositif. J'ai mis en évidence le fait que cette collaboration entre les partenaires est indispensable. Elle doit permettre d'avoir une voie de formation professionnelle qui soit adapté aux besoins de la société, adapté aux besoins du marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle ce troisième partenaire que constituent les organisations du monde du travail ont un rôle si particulier à jouer comparativement à ce qu'ils peuvent jouer dans d'autres pays. Alors si je prends ce partenariat, nous avons donc ces trois acteurs et chacun des acteurs a un rôle précis à jouer dans le cadre du fonctionnement du système. La Confédération légifère et elle est en charge du pilotage et du développement stratégique de l'ensemble du système. Les organisations du travail sont à l'échelon inférieur, au niveau de l'organisation des cantons, en charge de la mise en œuvre de cette formation professionnelle ainsi que de sa surveillance. Les organisations du monde du travail, et c'est un élément assez surprenant pour un certain nombre de pays, sont en charge des contenus de la formation et les lieux de formation sont en charge également des procédures de qualification, ou autrement dit, de la fixation des objectifs à atteindre en fin d'apprentissage. Pour ce faire, ces différents partenaires disposent d'organes plus particuliers. Le CEFRI, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation pour la Confédération. Au niveau des cantons, on a une dimension intercantonale avec une coordination intercantonale. Et ça, c'est un élément extrêmement important aussi. Donc on l'a vu, les entreprises, les organisations du monde du travail sont responsables au point de départ pour la détermination des contenus de formation, des compétences à développer. Et elles sont également, pas seulement au départ au niveau de la conception même de la formation, mais au départ aussi de la mise en œuvre de cette formation, puisqu'elles assument un rôle dans la formation pratique, que ce soit dans le cadre des entreprises, c'est la lettre A, dans le cadre de réseaux d'entreprises, c'est la lettre C, ou dans le cadre d'entreprises permettant d'effectuer des stages, ce qui me donne l'occasion de rappeler qu'effectivement, le modèle dual école-entreprise n'est qu'une des 12 à 13 variantes répertoriées par les chercheurs en Suisse qui permettent d'obtenir le même certificat fédéral de capacité.
12 à 13 variantes, avec quelques nuances. Je fais une petite parenthèse personnelle. J'ai mes 3 plus grands enfants qui ont opté pour la voie de la formation professionnelle. Donc à ce titre-là, ils sont dans les 70% de jeunes qui optent pour cette voie. 3 enfants, 3 voies différentes de formation pour obtenir un même certificat. Certes dans des métiers différents, mais un même titre au terme d'une formation professionnelle. Mais restons-en au modèle standard qui voit l'entreprise, l'école professionnelle et les cours interentreprises. Et ces cours interentreprises constituent en fait une nouveauté depuis quelques décennies, une nouveauté qui est placée sous la responsabilité, elle aussi, des organisations du monde du travail, des associations, parce que ce sont elles qui sont chargées de mettre en place ces cours interentreprises dans lesquels des apprentis d'un même métier ont la possibilité d'approfondir certaines connaissances, de développer de nouvelles habiletés, d'approfondir le développement de compétences qu'ils ne peuvent pas développer dans leur entreprise où ils effectuent leur apprentissage. C'est une manière, je dirais, d'égaliser le mode de formation pour les apprentis, sachant que d'une entreprise à l'autre, les conditions de formation peuvent différer. À travers les cours interentreprises, il y a une possibilité de réguler, d'harmoniser la formation et surtout de rendre l'accès possible à un certain nombre, par exemple, de machines dans les métiers de la construction dont ne disposent pas toutes les entreprises. Donc, point de départ en termes de lieu de formation, point de départ en termes d'édiction de contenu de formation. Les organisations du monde du travail sont aussi à l'initiative de la réorganisation d'un certain nombre de métiers, sont à l'initiative du développement de nouveaux métiers. On a eu le cas en Suisse il y a quelques années avec le métier de polymécanicien, qui a fait disparaître d'autres métiers, mais pour remplacer, on a élaboré une ordonnance pour la formation de polymécanicien. Et ce sont bien ces entreprises-là qui sont au contact de leur clientèle, qui sont au fait des besoins du marché, aujourd'hui et demain, avec une capacité anticipatoire, qui ont cette force d'initiative pour demander qu'une nouvelle ordonnance soit édictée, qu'un nouveau programme de formation, qu'un nouveau métier puisse voir le jour. Bien évidemment, le droit de proposition ne constitue pas une garantie de mise en œuvre. Bien évidemment, les autres partenaires sont impliqués et au final, c'est la Confédération qui décide si l'ordonnance est acceptée ou non. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma parce que ça serait trop long, mais vous l'aurez certainement à travers la présentation mise à disposition. On le voit, c'est une boucle d'amélioration continue qui permet, en tenant compte des besoins du marché, de rénover, de réformer les professions, les métiers. On en a plus de 230 en Suisse. Ceci sous la haute égide de la Confédération, et ensuite d'assurer à travers les cantons la mise en œuvre. Et on entre maintenant dans un système de révision quinquennale des ordonnances de formation. C'est prévu par la loi de 2002, et ça nous permet de garantir que les besoins des milieux économiques, les besoins des entreprises soient vraiment pris en compte dans les ordonnances de formation et par conséquent de former une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché du travail. Si les organisations du monde du travail sont des acteurs importants dans le dispositif même, ce sont également un objet de recherche. Le CEFRI a défini des priorités thématiques pour les années 2017 à 2020 en matière d'encouragement à la recherche sur la formation professionnelle. Et vous le voyez, la question de l'économie et du marché du travail fait partie de ces priorités. Il s'agit notamment des questions d'économie de l'éducation avec les différentes recherches menées sur la question des coûts et bénéfices de la formation professionnelle pour les entreprises. Parce que le système s'avère efficace. Efficace parce qu'il est orienté sur le marché du travail, efficace par son organisation, efficace parce que la productivité des apprentis dans la formation professionnelle initiale dépasse les coûts bruts liés à leur formation. C'est un point que d'autres que moi pourraient mieux développer, mais vous le voyez à travers ce tableau. Un peu moins pour les apprentissages en 3 ans, mais pratiquement à 100% pour les apprentissages en 4 ans. Le fait de former un apprenti est rentable pour une entreprise.
c'est une main-d'œuvre qui est en cours de qualification durant l'apprentissage. Et même si elle passe 1 à 2 jours par semaine en école professionnelle, c'est une force de travail productive. C'est encore autre chose qu'une personne qui vient en stage, c'est durant 3 à 4 ans, une personne qui est dans la même entreprise et qui est productive dès les premiers jours d'activité. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui doit nous permettre d'espérer réaliser ou développer, atteindre cette vision d'une formation professionnelle future qui doit répondre à un certain nombre de défis pour lesquels il est indispensable de pouvoir compter sur les milieux du travail, sur les milieux de l'économie. Parce qu'en effet, cette formation professionnelle doit atteindre, selon moi, 5 objectifs. Ils sont mémorisables avec 5 M. C'est un petit moyen mnémotechnique. Il faut une formation professionnelle qui dispose d'un monitorage adéquat. Et là, on a mis en place en Suisse tout un monitorage pour les places d'apprentissage de manière à s'assurer qu'on ait une sorte de matching entre le nombre de jeunes qui sont en recherche de places d'apprentissage et le nombre de places d'apprentissage à disposition. Alors ça ne matche pas toujours, si vous me permettez l'expression, puisque on a chaque année quelques milliers de places d'apprentissage qui ne sont pas pourvues. Ce sont des places d'apprentissage dans des professions qui attirent de moins en moins les jeunes, notamment dans certains métiers de la bouche ou dans des métiers aux horaires peu favorables. Donc, monitorage, c'est important. Deuxième élément, favoriser la mobilité. Et pour un pays comme la Suisse qui est quadrilingue, même si on a 3 langues officielles, on en a 4 parlées avec le romanche. Une formation professionnelle qui soit capable de s'adapter face à une société en mutation. Et c'est là un élément peut-être important à retenir, c'est que grâce aussi à la participation, au partenariat avec les entreprises, nous arrivons à développer des modèles de formation qui permettent d'obtenir le même diplôme, mais par des voies quelque peu différentes. Ne pas oublier, et ça c'est un élément important, on a souvent loué ce système suisse vu de l'intérieur. On est très fiers parce qu'on demande à l'extérieur de s'en inspirer, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un phénomène de mondialisation et que ce système doit rester en perpétuel éveil pour s'assurer qu'il se développe conformément au modèle de mondialisation. Et une des réponses à cela, c'est de passer par une forme de modularisation de la formation qui permette, on ne va peut-être pas encore parler de crédit et CVET, parce que ça c'est un autre débat, mais de développer un parcours de formation tout au long de la vie de manière plus modularisée. Donc mes 5 M, mutation, monitorage, mobilité, mondialisation et modularisation. Ça aussi m'amène à conclure que dans une perspective où l'on souhaite impliquer davantage les milieux économiques, les entreprises, les organisations du monde du travail, il y a 3 niveaux auxquels il faut penser à impliquer ces acteurs. Je pars depuis le bas, le niveau macro, ne pas oublier d'impliquer cet acteur majeur que sont les milieux économiques dans le développement des métiers, dans les réflexions stratégiques sur le développement de l'ensemble du système. À un niveau méso, niveau intermédiaire, ne pas oublier d'oser les aider, les inviter à participer à l'élaboration des contenus de formation, ne pas oublier que ce sont eux les professionnels qui savent quels sont les besoins en termes de qualification et compétences sur le marché du travail, de les inciter aussi à contribuer à promouvoir leur métier. Ce sont des initiatives que l'on développe de plus en plus en Suisse avec des salons, des forums des métiers qui sont ouverts pour les jeunes. Et il n'est pas rare de voir, sur une période de 10-15 jours, quelques dizaines de milliers de personnes venir visiter un salon des métiers où vous avez jusqu'à 150, 180 métiers qui sont représentés. Et ça, sans les milieux professionnels, sans les entreprises, ça n'est pas réalisable. Et ce n'est pas simplement un diktat de la Confédération, mais c'est bien parce que les organisations du monde du travail se sentent partie prenante. Et finalement, au niveau micro, au niveau le plus bas, c'est comme prestataire ou comme l'un ou des prestataires de formation dans le cadre de la formation pratique en entreprise ou les cours interentreprises. Dernier slide. Alors je rappelle effectivement que le tissu économique
suisse, c'est une majorité de petites et moyennes entreprises. C'est peut-être sur certains plans plus favorable à l'accueil d'apprentis. Mais ce qui est important pour pouvoir gagner les entreprises à la cause, c'est de leur montrer effectivement que l'apprentissage est rentable. Ce sont ces études coûts et bénéfices. C'est de montrer qu'à travers la formation d'apprentis, elles assurent la relève de demain. Elles assurent donc qu'elles vont disposer elles-mêmes d'une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est le propre de nombre de petites et moyennes entreprises que de former des apprentis dès le moment où elles pressentent qu'elles vont avoir des départs à la retraite et qu'elles doivent assurer la relève de leur propre personnel. Les sensibiliser au fait qu'on procède à des économies, à l'engagement de personnel en formant des apprentis et en les engageant dans un premier emploi. On s'économise les frais de recrutement et les frais liés à la période d'entrée en fonction, 4, 6, 8 mois durant lesquels il faut faire connaissance avec l'entreprise. Finalement, certaines entreprises ont aussi une fibre sociale, donc ne pas oublier d'insister sur le rôle d'intégration, de préparation à l'entrée sur le marché du travail et d'en faire vraiment une entreprise fière d'être formatrice, d'être reconnue comme entreprise formatrice. Je n'ai pas voulu faire l'apologie du système, simplement montrer que pour qu'un système ait une chance de fonctionner, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, l'implication forte des milieux de l'économie est indispensable. Quant aux faiblesses du système, là je vous invite à lire le dernier numéro de la revue Formation-Emploi, le numéro 1 de 2016, qui porte comme titre « Heures et malheurs de l'apprentissage en Suisse ». Vous verrez que même chez nous, tout n'est pas si rose, mais ça, c'est à vous de le découvrir par après. Bonne lecture. Merci beaucoup pour votre attention.